Bonjour chers étudiants, je suis Monsieur Jabal Chafei. Alors je vais essayer un petit peu de présenter aujourd'hui quelques cas, quelques petites questions que j'ai choisies donc pour vous. L'essentiel c'est que entre ces trois cas, on va essayer un petit peu de souligner la différence et les exigences de chaque exercice. Alors d'abord, on va essayer de récapituler, si vous voulez, le grand schéma qu'on a essayé de faire l'autre fois. Donc déjà au niveau de l'introduction, vous avez une phrase d'attaque, l'énoncé et définition du terme, contexte et intérêt des sujets, problématiques, annonce rédigée des plans. Ce qui m'intéresse, c'est de matérialiser les plans de l'introduction par des paragraphes débutant donc par un alinéa et séparés donc par un saut de ligne. Ça, c'est le premier élément. Le corps des devoirs. Donc, vous voyez, vous avez titre de la première partie. Donc, ça veut dire qu'il y a titre de la deuxième partie. Vous êtes obligé donc d'avoir un équilibre avec un A, B. Si vous ajoutez un C, ça veut dire que au niveau de la deuxième partie, vous êtes censé faire aussi un A, B, C. Donc, je me contente de ce A. Alors, regardez, votre titre doit être apparent, parlant, problématisé, etc. Et puis, voilà où vous situez votre chapitre introductif, n'est-ce pas, en annonçant le A et le B. Donc, le premier titre de la sous-partie, un contenu, un argument, vous justifiez juridiquement votre argumentaire, n'hésitez pas à donner des exemples, et puis, surtout, j'insiste sur une phrase de transition entre le A et le B. B, titre de la seconde sous-partie, la même chose, contenu de la seconde sous-partie, puis phase de transition entre la première partie et la deuxième partie, entre le 1 et le 2, n'est-ce pas? Puis, titre de la seconde partie. Alors la même chose, il doit être apparent, parlant, problématisé, etc. Alors chapitre introductif de la deuxième partie, ça va annoncer le A et le B, la même chose entre le A et le B, n'est-ce pas? Et on s'est dit que la conclusion est facultative et qu'on peut s'en passer. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, une petite remarque, une introduction, le corps du devoir, ou carrément les autres noms des subdivisions du devoir ne doivent pas apparaître donc sur la copie. Alors on va essayer un petit peu d'imaginer, si vous voulez, ce schéma sur presque 2 ou 3 exercices. Bon, par exemple, j'imagine dans le premier, le recours à la force est-il légitime en droit international? Voici une courte phrase sous forme d'interrogation. Je prendrai une deuxième thématique, un deuxième sujet. Donc c'est un extrait d'un article publié, par exemple, je cite l'article, le défi fondamental auquel sera confronté le droit des conflits au XXIe siècle est la question de savoir si les juristes pourront arriver à des normes partagées, n'est-ce pas, et à des principes respectés par tous pour régir la justice procédurale et matérielle. Là, vous avez donc tout un paragraphe. Ou parfois, la question peut être un seul concept. J'ai choisi, par exemple, le jusqu'au gens. Jusqu'au gain, jusqu'au gens, peu importe l'appellation. Donc là, vous avez donc presque 3 formes. Et vous allez voir. Alors lorsque nous avons un seul élément, lorsque nous allons, ici on n'est pas obligé de souligner les mots, c'est normal, parce que toute la question tourne autour d'un concept qu'il faut analyser. Jusqu'au gain, souveraineté, l'ingérence, etc., etc. Mais lorsque vous avez plutôt des passages, une question, c'est là où ça nécessite tout l'effort qui a été fait justement au niveau de l'introduction. Alors, je prendrai une question, les orientations actuelles des droits internationaux. Je resterai un petit peu lié à ce qu'on a fait au niveau de l'introduction, au niveau des premières séances, et même ce qu'on a pu présenter donc l'autre fois. Quand on évoque les orientations actuelles des droits internationaux, regardez que c'est une thématique qui nous interpelle. Pourquoi? Parce que ça nous permet de comprendre que le droit international
ne se limite pas juste à ce qui a été fait il y a quelque temps, mais la porte est ouverte en fait vers d'autres règles, vers d'autres formations, etc. Donc à retenir au niveau de l'introduction, c'est que d'abord le droit international reste toujours un droit en formation, n'est-ce pas? C'est aussi un droit évolutif, n'est-ce pas? Et il ne cesse donc d'avoir et de s'ouvrir à de nouvelles branches. Ce qui est le cas dans, je dirais ici, que ce soit pour le jusqu'au 15 ou pour les orientations actuelles. Donc, quand on aborde de manière générale cette question, on peut légitimement, n'est-ce pas, se poser, enfin de prime abord, les questions fondamentales, et notamment la suivante. À quoi sert le droit international public? Ainsi que le fait pour donner quelques éléments, surtout de nature positive. Alors, la réponse, bien sûr, à cette question doit présenter les grandes, je dirais, actualités, notamment sur la discipline. Donc, le domaine du droit international, de manière générale, reste, je dirais, est devenu très considérable. Pourquoi? Parce que le droit international semble coller ou se coller à la réalité des faits que par le passé. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il s'agit donc d'une double évolution. Alors comment on va imaginer? Donc j'ai imaginé un petit peu la problématique de la question. C'est normal, il faut rappeler la percée historique, il faut annoncer donc votre plan, donc vous restez fidèle en fait à la démarche de l'introduction de la même manière que nous l'avons fait l'autre fois. Et en respectant même ce schéma par laquelle on va, je dirais, faire la récapitulation. Bien. Alors voici une idée sur le plan. Ce qui m'intéresse sur cette question-là, c'est presque deux aspects. Vous avez le premier qui consiste à expliquer pourquoi il y a cette dimension évolutive. Tout simplement, le droit international, ou plutôt, on sent un élargissement des droits, des domaines normatifs du droit international. Et pourquoi pas, dans une deuxième partie, on verra, il faut aller vers l'extension de la fonction, justement, des droits internationaux. Alors, si je reprends l'élargissement, comment on veut l'expliquer? Donc, il y a presque deux éléments. Le droit international investit d'abord l'économie. Je citerai le cas, par exemple, des accords de commerce, le cas des contentieux commerciaux internationaux. Depuis la création de l'OMS par l'accord de Marrakech, on sent que le droit international investit aujourd'hui l'économie dans ce sens. Il ne se contente pas que de l'économie. Voici le deuxième B. Le droit international investit aussi le social. Alors, à travers le social, le droit international, par exemple, de l'environnement, reste quand même un exemple éloquent. Regardez que la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio de juin de 1992 me permet donc de souligner cette dimension sociale. Puis le droit international de la santé. Je crois qu'avec Covid, il aura encore plus d'importance, n'est-ce pas, pour se développer davantage. Alors les normes sanitaires internationales, ici je fais allusion à la législation sanitaire internationale établie donc sous l'égide de l'OMS, de l'Organisation mondiale de santé. Il s'agit en fait, ça c'est une phrase de transition, déjà donc d'un droit international public multidimensionnel, n'est-ce pas? Et puis la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on a souligné l'extension de la fonction protectrice du droit international. Donc le droit international tend vers une protection générale des intérêts, notamment des populations. Et là, il y a peut-être deux champs à investir. Le droit international, un grand A, pourquoi pas, renforce sa vocation technique, on n'invente rien. Donc l'idée elle est claire dans ce sens, puisque le droit international de la paix ou de la coopération, par exemple, je prendrai le cas de la mer, la convention de Montego Bay, ou encore le grand B, le droit international,
le DEP, développe donc sa vocation humanitaire. Et là, le droit international cité, je cite plutôt le cas de l'action humanitaire complétant l'aspect traditionnel du droit international humanitaire de manière générale. Ici, je ne vais pas conclure, mais en fait, je vais beaucoup plus ouvrir, si vous voulez, la thématique, parce que ce qui m'intéresse, c'est une évolution du droit international. Donc, il ne s'agit pas à proprement parler de tendances spécifiques, mais on assiste quand même à un approfondissement de ces tendances. Ils ont existé, sauf que la législation internationale continue donc à confirmer davantage donc l'intérêt accordé justement à ces nouvelles dimensions. Puis le droit international devient de plus en plus un droit de la communauté internationale. Il était peut-être autrefois protégé, réservé à certaines communautés par rapport à d'autres, mais aujourd'hui on voit bien qu'il s'agit en fait d'un droit international, notamment de la communauté tout entière. Alors, je vais choisir le deuxième exemple, fait sous forme d'une seule expression, le jus cogens. C'est vrai, si vous allez me dire, est-ce qu'on aura la possibilité de souligner les mots, etc. Non, c'est pas demandé, puisque vous allez être focalisé sur un seul concept. Alors, je prendrai par exemple le cas du jus cogens, et ça doit être aussi une occasion, c'est un rappel en tout cas des éléments que nous avons donc traités au niveau du cours. Nous pouvons donc présenter cet exemple-là. En quoi consiste cette notion? On va l'étudier dans le cadre de la hiérarchisation des normes internationales, mais également l'application donc des normes impératives, notamment des jus cogens. Alors regardez, on se réfère toujours à Michel Virali, puisque les jus cogens, selon l'auteur, n'est pas nécessairement une notion propre au droit, surtout au droit international public. Alors c'est une notion, je dirais, peu en effet se retrouver, ou qu'on peut retrouver au niveau des droits internes étatiques. Mais lorsqu'il s'agit d'étudier en fait cette question, il s'agira le plus souvent de s'y intéresser sous le prisme du droit international public. On va ramener une règle du droit interne vers le droit international et on verra comment on peut l'impliquer. Le jus cogens est une expression en fait latine qui signifie tout simplement une norme impérative. Norme impérative à laquelle il est possible bien sûr de déroger sous peine de quoi ce qu'il y a contrevient les États la plupart des temps engage sa responsabilité internationale. Donc dans ce sens-là, le jus cogens est relatif à des principes de droit, n'est-ce pas, à des normes supposées être universelles et supérieures auxquelles il est possible de déroger. Longtemps, il est resté sans définition, n'est-ce pas? Mais plus tard, la Convention de Vienne, ça s'appelle le traité des traités, la Convention de Vienne de 1969, 23 mai, a repris notamment dans son article 53 de la manière suivante. Je cite, la présente convention, une norme impérative de droit international général, est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de droit international général ayant le même caractère. Alors regardez que déjà certains pays n'ont pas ratifié donc cette convention, n'est-ce pas, sur la question soulevée. Ils ont émis des réserves précisément sur la notion de jus cogens, sur surtout la détermination des normes impératives. Et je citerai aussi le cas de l'Inde, puisqu'il y avait un article qui a été publié en 2017, c'est ça, sur l'Inde. Et l'Inde, notamment le problème appelé anti-chypriotes. Donc c'est une question qui a été soulevée notamment concernant l'interdiction des génocides. Donc depuis, la communauté internationale s'est vue confrontée justement à une telle explication pour accorder ou non de la valeur à cette norme. Alors on va imaginer, si vous voulez, le plan justement en deux étapes, en deux parties.
Dans la première, je crois que ce que soulève en fait cette question, c'est plutôt la définition universelle, notamment de la question. Et dans la deuxième partie, ce qui nous intéresse, en fait, c'est l'effectivité de son application. Parce que du moment où il est devenu une norme universelle, ça veut dire que où est-ce qu'on est de son application, de l'effectivité de son application, puisque un certain nombre d'États, bien sûr, n'ont pas pu donc accepter la norme en tant que telle. Alors, la première partie, une définition universelle, acceptée donc et reconnue. Regardez, ici, vous avez deux problèmes qui se posent en fait. Un problème, un grand A, pourquoi pas. C'est une question qui concerne la hiérarchisation, justement, du principe, n'est-ce pas, évoqué. Et puis, quelques critères intrinsèques, notamment jusqu'au gaz. Ça fait donner, en fait, le grand B. Donc, dans la hiérarchisation, tout simplement, je fais appel à deux articles qui nous intéressent, l'article 53 et l'article 64 de la Convention de Vienne. Et en ce qui concerne le grand B, ses caractéristiques intrinsèques, les normes impératives du jusqu'au gaz sont donc caractérisées par des éléments tous retrouvés au sein donc de ces deux articles, notamment 53 et 64 de la Convention de Vienne. Mais ce qui est important, c'est que nous soulignons tout de même 4 remarques. 1. Les normes des jusqu'au gaz étant des règles impératives. Ça, c'est la première constatation. Le respect de ces règles est plus donc important encore que ceux des autres normes dites obligatoires. Deuxième remarque, ces normes des jusqu'au gaz sont des normes évolutives, n'est-ce pas, qui vont donc impacter tous les traités internationaux, notamment conclus. 3. Le jusqu'au gaz constitue une émanation de la communauté des États dans son ensemble et non pas une simple manifestation donc du droit international général, puisqu'elle a été défendue par un grand nombre d'États. Et enfin, la notion même de normes impératives de jusqu'au gaz est effectivement employée aujourd'hui, si vous voulez, de manière générale et précisément dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice, ce qui lui accorde donc une valeur importante. Au niveau de la deuxième partie, puisqu'on a essayé donc de définir le concept, en fait, nous nous sommes focalisés sur la définition d'un terme, qui jusqu'à maintenant n'avait pas en fait réuni, si vous voulez, l'avis de tous les juristes. Deuxième partie, c'est son effectivité, son employabilité. Alors il existe des mécanismes, déjà l'intitulé, une notion effectivement employée en droit international. Il existe donc des mécanismes de sanction eu égard à la méconnaissance des normes impératives, notamment des jusqu'au gaz. Alors là, on peut souligner dans un grand tas cet aspect-là, et on peut vérifier à travers l'étude de quelques cas, notamment de la Cour internationale de justice, notamment la précision des termes. Alors, en ce qui concerne l'application, je dirais de l'application en fait du principe, regardez que ces règles ou ces normes impératives renvoient véritablement à une notion d'ordre public international, et ils sont donc des normes impératives de droit qui renvoient plus particulièrement à la qualité des normes particulières, qui ont parfois cet aspect coutumière ou même conventionnel. Alors, comment ils peuvent s'appliquer par conséquent, notamment ces mécanismes-là. Donc, plus précisément, comment s'opère en fait la sanction liée à des États, bien sûr, qui s'abstiennent en fait à respecter, si vous voulez, la règle du jusqu'au gaz. Pour comprendre ces mécanismes de manière générale, il faut donc se reporter à l'article 66 de la Convention de Vienne, notamment en 1969, qui traite ce qu'on appelle les procédures des règlements judiciaires, d'arbitrage ou de conciliation. Alors, concernant les traités qui ont été donc passés entre les États, le conflit sera soumis souvent à la décision de la Cour internationale de justice,
et pourquoi pas, par un commun accord, parfois les États décident justement donc de le soumettre à l'arbitrage. Alors, dans ce cas de norme, le jus cogens est effectivement rendu donc comme règle qui s'impose presque à tout le monde. Il faut faire juste un petit rappel en fait à une démarche qui a été prise notamment depuis 3 février 2006, l'affaire donc des activités armées sur les territoires du Congo, RDC, et le cas du Rwanda, et depuis le terme a été donc retenu et explicitement, n'est-ce pas, en tant qu'un élément défendu donc par la jurisprudence internationale. Regardez que c'est pour la première fois la notion fut utilisée d'abord par les juges de la Cour internationale de justice. Voilà ce qui valorise et redonne justement à cette norme plus d'importance. Et puis cette norme impérative du droit international public à laquelle il est donc impossible de déroger. Bon, exemple, le cas d'espèce, la caractérisation par exemple de l'interdiction du génocide comme norme impérative du droit international général. C'est jus cogens. Alors notion employée à de nombreuses reprises pour caractériser effectivement la violation justement de cette norme. Merci de votre attention.